Du coup, enregistrement. Action. Oui, là, c'est pour moi, c'est pour le montage au début. Alors, qu'est-ce que c'est déjà ce truc? Enregistrement Si, avec c'est le Guillaume truc Meurice. avec l'autre, là, le mec de la radio. Ah ouais. Mais Il y en son a- bouquin, il n'est pas sur le Moyen-Âge. Mais si, il n'y aurait qu'à dire que François Ier, c'est encore le Moyen-Âge. Et puis voilà. Je fais une petite introduction au début Ok, et après on vas-y, part. je te laisse. Le Moyen-Âge est à la mode et j'en suis très heureux parce que je crois que cette époque a été absolument décisive. Ouais, c'est pas faux. Et alors? Je voulais parler à des gens intéressants, enrichissants de par leur culture ancestrale. Passion médiéviste, des rencontres. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Passion médiéviste. D'habitude, dans les épisodes classiques de ce podcast, je reçois des personnes qui font un master ou une thèse d'histoire médiévale. Et dans la série Rencontres, dont cet épisode aujourd'hui fait partie, je reçois des personnes qui ne sont pas forcément dans la recherche, mais qui, par leur métier ou leur activité, contribuent à propager le goût du Moyen-Âge. Et aujourd'hui, vous avez vu son nom en lançant le titre de l'épisode, j'ai le plaisir de recevoir Guillaume Meurice. Bonjour Guillaume. Bonjour, c'est vrai, c'est moi, oui. Tu es donc humoriste et chroniqueur dans l'émission Par Jupiter sur France Inter, anciennement, si tu écoutes J'annule tout, animé en général par Shani Van Necker, Alex Vizorek et plein de personnes sympathiques. Voilà, en période de pandémie, c'est compliqué. On fait avec les cas contacts et, C'est ça. et les Covid+. Et les auditeurs et auditrices se demandent peut-être, mais qu'est-ce qu'il vient faire C'est dans vrai, Passion ça, médiéviste, qu'est-ce qu'il Guillaume fout là, Meurice? lui Eh bien, en fait, tu es aussi un écrivain. Et tu avais publié Cosmé en 2018 aux éditions Flammarion, et tu viens de publier un nouveau roman aux éditions Lattès, Le roi n'avait pas ri. Et en gros, le résumé du livre, c'est l'ascension et la chute de Triboulet, qui était le bouffon du roi Louis XII, puis François Ier. Donc c'est un petit peu une biographie romancée, c'est ça? Ouais, on peut dire ça, ouais, un roman historique. Enfin, il y a plein de manières de le catégoriser, mais oui. Alors déjà forcément, première question, comment t'es venue l'idée de ce roman? Alors, je voulais faire quelque chose autour de la figure du fou du roi, du bouffon du roi, parce que son positionnement m'intéresse, son positionnement par rapport au pouvoir m'intéresse et fait quand même pas mal écho à ce que nous, en tant qu'humoristes, on va dire satiristes de radio publique, qui sommes amenés à parfois faire des chroniques devant des ministres ou des députés, rencontrons, c'est-à-dire qu'on est à la fois dans une sorte de première loge du pouvoir, on a la possibilité, même on nous demande, notre métier, entre guillemets, on va dire, c'est de moquer le pouvoir, de le taquiner, de le pousser dans ses retranchements avec des blagounettes, et ce qui était aussi le rôle des bouffons, et je me questionne sur le fait de savoir à quel moment ça cautionne cette structure de domination, c'est-à-dire que la structure te permet de te moquer d'elle-même, mais au final, voilà. Mais Donc c'est toi, qu'une tu illusion, uses de en fait. cette liberté, et en usant de cette liberté, est-ce que tu la renforces pas? Donc il y a toute cette zone-là qui m'intéressait, qui est typiquement la zone des bouffons du roi, et qui est aussi la nôtre aujourd'hui. Donc je voulais faire ce parallèle-là. Là, c'est encore une biographie par rapport aussi à ton livre précédent, sauf que là, Ouais. tu l'as pas rencontré, la personne dont tu parles. Non, oui. Alors c'est pas exactement une biographie parce qu'il reste très 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 peu de traces de Triboulet. D'ailleurs, on ne sait pas s'ils étaient plusieurs. On ne sait pas si celui de Louis XII et de François Ier, c'est le même, techniquement. Donc, tu as un peu brodé. Donc j'ai brodé, j'ai rencontré des universitaires, des historiens qui m'ont dit, voilà les traces qu'on a. Par exemple, dans le livre, je raconte l'histoire du frère de Triboulet. Alors on sait que le frère de Triboulet était embauché aux cuisines du château, puisqu'on a une trace écrite d'une paye. Souvent, ce qui nous reste de ces époques-là, toi-même tu sais, c'est des livres de comptes, de dépenses. C'est les Donc, écritures ordinaires, c'est hyper important, effectivement, pour connaître voilà. l'histoire. Ouais, et donc on a ça, on a Nicolas Le Férial, entre parenthèses, frère de Triboulet, et puis je ne sais plus comment il était payé en livres tournois, je crois. Ah, les livres tournois, Les mais fameux oui. livres tournois. Donc ça, on a, par exemple, et puis on a quelques livres de contes où il est spécifié les étoffes qu'il avait pour ses costumes d'apparat, on va Oui, dire. t'en parles pas mal dans le roman, effectivement. Ouais, parce que ça, c'est documenté, voilà. Mais c'est vraiment très, très léger. Il y a beaucoup d'anecdotes qui lui sont attribuées, mais on ne sait absolument pas le degré de véracité. Donc, j'en ai repris quelques-unes à mon compte, j'en ai inventé d'autres. Mais j'avais une vraie latitude de romancier, on va dire, pour faire travailler mon imaginaire. Donc, moi, ce qui m'a intéressé, c'est plutôt ce que je disais avant, le positionnement, quoi, stratégique, on va dire. Et puis après, je voulais que ça soit une histoire plaisante à lire. Donc oui, je l'ai évidemment beaucoup, beaucoup fictionné. Mais tu as choisi quand même un cadre particulier, le Moyen-Âge. Qu'est-ce qui t'a attiré dans cette période? Je l'ai choisi, alors
Je l'ai choisi un peu par défaut, si je veux être tout à fait honnête. Quoi ? Ouais, je suis désolé. Non, j'aurais Sortez pas de ce dû dire podcast, ça. Je suis sortez. passionné, Moyen-Âge. Depuis que je suis petit, j'avais tous les Playmobil Moyen-Âge. Non, je l'ai choisi parce que j'ai choisi Triboulet, parce que c'est le bouffon qui ressort le plus quand on s'intéresse à cette figure-là, pour plusieurs raisons. Déjà parce que Victor Hugo en a fait une pièce qui s'appelle Le roi s'amuse, qui est pareil, qui est très très fictionné évidemment, où il invente une fille à Triboulet. Enfin, peut-être, ceci dit, il a une fille. Oui, On ne sait pas, on ne saura jamais. En tout cas, on ne sait pas pour l'instant. Et puis, ça m'intéressait d'avoir ce Triboulet-là, parce que dans l'histoire des bouffons, ça a d'abord été ce qu'on appelait des fous du roi, parce que c'était d'authentiques fous, aujourd'hui on dirait des handicapés mentaux, qui étaient pris à la cour par pur divertissement, qui était avec la ménagerie, quoi. on le voit en début de roman, il y en a un justement. Voilà, Caillette, qui a vraiment existé, était de ce profil-là. Et à la fin de l'histoire des bouffons, le dernier bouffon, c'est sous Louis XIV, mais c'était quasiment un conseiller, c'est un bien grand mot, les historiens vont un peu s'arracher les cheveux, je pense, mais c'était quelqu'un qui était plus du tout considéré comme débile, on va dire, mais qui était considéré comme quelqu'un qui jouait au débile, ou voilà, avec ses grelots et à dire des blagues et des saillies. Donc il y a toute une histoire des bouffons qui a évolué, et il me semblait, en tout cas c'est ma petite thèse de ce livre, que Triboulet est un peu le virage de ça, quoi. C'est-à-dire que moi j'ai considéré que c'était le premier qui pigeait le rôle qui lui était attribué, et qu'il fallait justement jouer au fou pour avoir cette place-là, et ce qui est pour moi un vrai signe d'intelligence, quoi. Tu en avais vu d'autres pour choisir le bouffon dont tu voulais parler ? Il y en avait d'autres qui t'avaient attiré ton attention ? Caillette, c'était intéressant parce que la période aussi. Si, alors pour revenir sur la période est quand même riche à raconter, parce que Louis XII, les actes de Louis XII et surtout de François Ier sont quand même là pour le coup très documentés. On le rappelle donc juste pour les gens qui ne savent pas, donc Louis XII, on est vraiment à la fin du Moyen-Âge, c'est vraiment donc autour des années 1500 en gros, pour que les gens puissent se percevoir. Bah, c'est pas compliqué parce que François Ier c'est 1515, oui. donc voilà. Non, mais voilà, Marignan c'est la première année de son règne. Et Louis, voilà, juste. Enfin, on fait toujours un peu d'histoire dans ce podcast. Il faut recontextualiser, je suis d'accord. C'est que l'enchaînement entre Louis XII et François Ier est quand même intéressant, et donc parce qu'en fait, voilà, Louis XII était donc marié à Anne de Bretagne, et il n'avait pas de mâle héritier, de mâle. Donc il n'avait qu'une fille, et donc cette fille a été mariée à François Ier, mais en fait, finalement, elle n'est pas restée très longtemps, parce qu'après François Ier s'est remarié. Donc en fait, c'est assez drôle de se dire que vraiment en quelques... Voilà, ben oui, c'est que ça a vite changé. Moi, ça me fascine toujours quand on voit sur les arbres généalogiques de voir, j'en ai toujours un dans les toilettes en fait, sur les rois de France, tu vois qu'il y a un moment de hop, ok, ça décale. François Ier n'est pas du tout destiné à être roi, parce que vraiment est arrière cousin, enfin dans la lignée il est vraiment il est loin quand même de la lignée principale. Mais effectivement, voilà, la fameuse loi salique, avec les absurdités qu'elle comporte, évidemment, fait que ce type-là s'est retrouvé à la tête d'un royaume très puissant, assez jeune finalement, plutôt... On voit le rôle de sa mère aussi, que tu croques bien dans le roman. J'aime bien comment tu l'as mis en scène, en fait. Ça, tu avais un peu lu là-dessus. C'est documenté, il y a un journal intime de Louise de Savoie, donc qui était la mère de François Ier, et avec des phrases... Alors, je les ai plus en tête, faudrait les vérifier, mais il y a quand même des phrases du style encore un héritier mâle mort en couche, youpi, quoi. Ah ouais. Enfin, c'est pas le texte exact. Donc elle, en fait, elle se frottait les mains de OK, c'est bien. On sait qu'elle se réjouit. Elle a même été accusée d'user de magie noire. Donc voilà. Bon, après, il y a tout aussi la mythologie qu'il peut y avoir sur les femmes sont perfides, etc. Bien sûr. Voyons, une ça femme. n'a pas tellement évolué, ça, on peut dire. mais voilà, il y a toutes ces histoires qui tournaient autour d'elle. C'était aussi un peu chargé symboliquement. Même mythologiquement, cette période-là, elle est intéressante quand même, malgré tout, avec ça. Et ben justement, moi, je trouve ça très intéressant aussi, les portraits, avant François Ier, le portrait que tu fais de Louis XII, il y a vraiment un côté attachant, en fait. On s'attache à cet homme, comme Triboulet s'y attache forcément. On sent que ce que tu racontes, il n'arrive pas à avoir d'enfants, mais voilà aussi, on va en reparler après, mais tout le côté guerrier et tout, c'est un personnage qui est lourd, et moi, je trouve ça intéressant la façon dont tu l'as mis en scène. Ouais, il était... de ce qu'on sait, alors c'est pareil, c'est parce que j'ai lu des biographies, et il discutait pas mal avec des spécialistes. On sait qu'il était assez aimé de son peuple. Alors c'est un peu anachronique en fait de dire ça, parce qu'il n'y a pas de sondage d'opinion, mais voilà, on sait qu'il a été appelé le roi du peuple, qu'il avait... Ça, c'est pas une historiographie, il n'y a pas un biographe personnel qui aurait mis ça,
Parce qu'on voit ça, des Oui, rois ouais. qui sont appelés genre oui, il est bien aimé, mais en fait, non, c'est juste que ça a arrangé le biographe Non, d'appeler là, comme c'était ça. les États généraux qui ont fait Ah. de lui, voilà, qui lui ont donné ce surnom-là. Donc, c'est toujours difficile parce qu'évidemment, il faut recontextualiser. Moi, j'en fais un portrait. Donc, moi, dans mon livre, c'est Louis XII vu par Triboulet. Donc, comme quelque part aussi, il lui sauve la vie, il lui change la vie en Ouais. le prenant avec lui à la cour. Forcément, mon personnage principal a de la tendresse pour lui. Forcément, ouais. C'est logique aussi. Après, c'est vrai qu'historiquement, voilà, il a cette image-là. Mais ça reste quand même un roi qui aimait la chasse, la guerre. Enfin, ça reste un roi de roi. son époque. Ouais. Donc, il n'est pas non plus question d'en faire d'un coup un marxiste-léniniste. Mais voilà, si on veut lui rendre hommage, c'est vrai que dans l'histoire, il a plutôt laissé une trace de roi magnanime et préoccupé par ses sujets. Et comment tu t'es renseigné sur cette histoire, l'ambiance de la cour en fait que tu retraces pas mal. Bon, il y a une foultitude. Non, est-ce qu'on dit ça? Foultitude, ouais, ça se dit. Foultitude, on peut dire Ouais, une je foultitude. crois. Il y a- J'aime bien ce mot, il Il y est a bien. plein de personnages. Voilà. Oui. Il y a plein de personnages différents dont tu donnes les noms, mais comment tu t'es renseigné sur toute cette ambiance? Alors, je suis nul en histoire de base. Donc, j'ai vraiment le Sortez de ce complexe. podcast, c'est bon. J'ai vraiment le complexe de l'autodidacte qui dit il faut vraiment que je sois vraiment pointu sur tout ce que j'avance parce que j'y connais rien, j'ai pas de diplôme. Donc j'ai lu énormément j'ai commencé par des biographies et ça m'a tout de suite intéressé parce que c'est un domaine que je connaissais pas du tout. Alors j'ai vraiment découvert des choses incroyables. J'ai été vraiment énormément surpris par François Ier parce que ça, pour le coup, c'est une image qu'on a dès l'école de la magnificence du roi, de l'élégance, du roi des lettres, etc. Le Et en français. fait, Et en fait, c'est un poil plus compliqué que ça. Et c'est beaucoup plus amusant, je trouve. Donc ça m'a bien passionné. Donc ouais, j'ai lu. Alors après, j'ai pas mal discuté avec Cédric Michon, qui est un des spécialistes français de François Ier, avec qui j'ai bien rigolé d'ailleurs. Qui est un super type, et puis très, très calé, évidemment. Et avec un universitaire qui s'appelle Guillaume Berton, qui a écrit un petit texte sur Triboulet, qui s'appelle Triboulet à frères et sœurs, et qui est lui un spécialiste de Jean Marot. d'accord. Et Jean Marot, ouais, Jean donc, Marot, le poète de cour, voilà, que je maltraite un petit peu dans le livre. Donc, on a gardé une amitié basée sur des saillies envoyées à Jean Marot. Et lui, il me répond en vers. Et notamment parce que, bon, il y a un moment où Triboulet est réputé mort dans l'ouvrage. En fait, est-ce que ça, c'est un vrai texte? Ouais, c'est ou un pas? vrai texte, Ouais, ouais. là, je me suis dit, c'est tellement précis, ça avait l'air assez... Enfin, ça devait être vrai. Oui, c'est une vraie épitaphe écrite par Jean Marot. On a la date, c'est daté. Et c'est pour ça que, par exemple, Guillaume Berton pense qu'il y avait 2 Triboulets. Parce que lui, il dit, si Jean Marot écrit ça, c'est que Triboulet, il est mort. Or, moi, j'ai une autre version, qui est que Jean Marot et Triboulet pouvaient pas se blairer et que Jean Marot a profité de l'absence de Triboulet parce qu'il suivait le roi à la guerre pour faire croire à tout le monde que Triboulet était mort. Bon, évidemment, ça, c'est ma version. Encore une fois, c'est pas une thèse, mais c'est plausible. Oui, c'est possible, oui. Ouais, possible et plausible, ouais. Donc, Et ça m'a amusé d'imaginer ça. Et justement, bon, là, c'est un peu moins drôle, mais ce que tu écris sur la guerre, en fait, ça m'a beaucoup intéressé On sent qu'aussi, tu as fait bien des recherches et aussi des recherches derrière l'image un peu idéalisée qu'on présente de certains conflits. Est-ce que tu peux me raconter un peu ça? C'est quasiment comme c'est les débuts de l'imprimerie, c'est quasiment les débuts de la propagande de guerre qui va avec, quoi. Ça a été inventé quasiment en même temps. Et ça dit, tiens, il faut... Bon, ça existait avant, évidemment, la propagande avec beaucoup d'iconographie, quoi, des tableaux qui mettaient en valeur les épopées des rois. Mais là, on a vraiment des textes qui mettent en valeur le héros de Marignan, quoi. François Ier, le héros de Marignan. Alors, encore une fois, la réalité du terrain est un poil plus complexe, puisqu'ils ont été... Voilà, alors, c'est pareil, les batailles à cette époque-là, c'est plus compliqué que France contre Allemagne, quoi. C'est des territoires, mais avec des mercenaires, avec des armées qui sont constituées de gens payés pour faire la guerre. Enfin, c'est quasiment ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui des armées de métier, quoi. Mhm. C'est aussi les débuts de l'artillerie, donc c'est aussi les débuts des canons. Donc tout ça est très... Ouais, on voit que Triboulet est très marqué par ça, en fait. Le côté sonore, le côté, en fait, très... terrifiant, quoi. Il est vraiment terrifié au sens premier du terme, quoi. Ouais. Mais, là, alors ça, c'était la deuxième idée que je voulais développer dans le livre, c'est l'idée de la folie. Parce que qu'est-ce que la folie, finalement? C'était un peu l'idée de qu'est-ce qu'on a, nous, de fou en chacun de nous. Et Triboulet, qu'on appelle le fou du roi, se rend compte que les gens
censés être raisonnables sont des gens qui font la guerre, sont des gens qui poursuivent des animaux dans la forêt. En fait, tout le monde est pour fou, les quoi. faire bouffer par des chiens. Quelle Genre, est notre part de folie? C'est la Hannah Arendt de la folie, quoi. Genre lui, en fait, C'est la banalité est de la presque folie. plus raisonnable parce qu'il en est conscient. Et ben voilà, c'est ça. Ouais, au final, on se rend compte que voilà, le fou est peut-être la personne la plus sage de la cour. Et justement, sur la langue des bouffons, sur voilà, toute la façon dont il a de ridiculiser les gens de la cour, de faire en scène, comment tu t'es renseigné là-dessus? Le langage, ça a été une de mes problématiques parce que il fallait quand même que ça ait la sensation de l'époque sans faire trop daté, quoi. Je voulais pas faire les visiteurs, Oui, je s'il voulais te pas plaît. faire Jacouille la friperie, quoi. Et en même temps, je voulais pas être trop anachronique dans les termes utilisés. Donc, encore une fois, j'ai beaucoup lu, puis je prenais des notes à chaque fois sur. Ce qui est important, c'est le décor, donc c'est les costumes, ce qu'ils mangeaient, comment ils vivaient. C'est quand même pas mal documenté. Il y a des livres qui existent là-dessus. Et sur la langue, j'ai trouvé une petite astuce sémantique. Dans les dialogues, j'ai remplacé beaucoup de fois le ne pas par ne point. C'est une petite je vois. bêtise, mais ça date ça date la réplique un peu. C'est pas la même chose de dire je ne mangerai pas que je ne C'est un mangerai effet de point. style sympa. C'est un petit effet de style, voilà, qui permet de pas perdre le lecteur et en même temps de le replacer dans un contexte qui n'est pas un contexte de son épicier en bas de la rue, quoi. Ouais, mais t'allais pas écrire un livre en ancien français, Non, quoi, c'était donc impossible, c'était ouais, obligé ouais. d'adapter. Ouais, c'est ça. Donc voilà, j'avais ça comme problématique et le traitement de l'humour aussi, dont on ne sait rien de l'humour de l'époque. On peut potentiellement penser que c'était beaucoup basé sur des jeux de mots, mais je pouvais pas faire non plus tout un livre où chaque réplique il fait un jeu de mots parce que ça aurait été un peu pénible. Puis à des lire. fois, quand tu lis les jeux de mots de l'époque, tu fais ah ok, Ouais. genre Oui, c'est censé déjà, être faut les drôle. piger. Voilà, c'est ça. Donc j'ai quand même essayé de que ça soit. J'ai pensé au lecteur, à la lectrice, et je me suis dit il faut quand même que la personne prenne du plaisir à lire les saillies de Triboulet, même si voilà, je les ai sûrement beaucoup modernisés. T'as aussi lu notamment tu fais pas mal de références à Erasme, en fait, Oui. au texte de l'époque. Erasme, c'est déjà le texte est contemporain de l'époque de Triboulet. Et puis, c'était un des premiers best-sellers, parce que c'est un bouquin qui a énormément circulé en Europe. Donc, Éloge de la folie, et c'est un livre intéressant parce qu'il personnalise la folie. Il fait ce qu'on appelle de la prosopopée. Ouh, ah là là. Parce que là, je sais qu'on est dans un podcast haut niveau, donc je peux name-dropper Vas-y. mes quelques mots savants que je connais. Non, c'est-à-dire il fait parler la folie. Il dit bonjour, moi la folie, je suis partout, regardez, je suis là. Et c'est assez plaisant à lire, et puis ça rejoint un peu ce qu'on disait juste avant, que la folie est partout, et finalement, qui décide de qu'est-ce que la folie, quoi? Qui décide de qui est fou? Est-ce que c'est une personne sensée? Et qu'est-ce qu'une personne sensée? Et voilà, c'est un cercle vicieux ou vertueux, je ne sais pas. Mais ce livre-là, il est hyper intéressant à lire. Et il est très court, donc vous pouvez, voilà, vous lancez pas sur 2 mois. Je le mettrai en référence de l'épisode. Et au-delà de la cour, tu parles aussi donc de la ville de Blois, et là de quelque chose qui est un peu plus compliqué à documenter, c'est en fait les gens du peuple, en fait. Ouais. Mais voilà, Triboulet vient de là, vient des gens du peuple, et donc là, comment tu t'es renseigné là-dessus? J'ai lu. Je sais pas, c'est pas surprenant, mais Est-ce que sur place, tu essaies de faire des repères géographiques ou non? Non, honnêtement, non. Puis de toute façon, l'époque c'était quand même il y a longtemps, donc. Ouais. Bon, il reste le château, évidemment, mais même le château, il a énormément évolué. Donc, ce qui reste du château originel, c'est... Enfin, oui, il y a les plans, etc. Quand on fait la visite, il nous l'explique, mais tout ça a énormément bougé. Donc, non, j'y suis allé pour finir la version 1 du livre, mais c'était plus symbolique qu'autre chose. C'était plus pour un petit clin d'œil. Voilà, pour marquer le coup, quoi. Et c'était vraiment très sympa. Le château de Blois, c'est un château très très chouette parce que c'est un château fonctionnel, c'est pas un château d'apparat, c'est pas Chambord, quoi. C'est pas je vous en fous plein la gueule. Donc oui, il y a François Ier qui a été foutre un escalier à hélice parce que voilà, il avait envie de faire le kéké parce que c'est François Ier. Mais sinon, ça reste un petit château qui a traversé quand même toutes les époques et avec pas mal d'histoires. Mais voilà, ça reste, j'ai envie de dire, à taille humaine. Ah, mais c'est vrai, c'est pas un château où on doit marcher pendant des kilomètres dans des couloirs infinis, non? C'est ça, voilà, c'est pas fait pour t'en foutre plein la gueule, quoi. Ouais, je recommande la visite vraiment, quand ça sera possible un jour peut-être de visiter encore des choses. Ouais. N'hésitez pas aussi, en septembre, octobre en général, il y a les rendez-vous de l'histoire de Blois. Bon, clairement, c'est un endroit où c'est que pour les historiens, mais voilà, il y a des choses à voir aussi un peu intéressantes. Qu'est-ce qui t'a le plus étonné quand t'as fait ce livre? François Ier. Ouais, ça m'a vraiment étonné. Je me suis même dit, il y a des anecdotes, si on me les avait enseignées à l'école, j'aurais trouvé ça vraiment intéressant. Si on veut en citer une, il se fait prendre prisonnier comme un gland à Pavie, pour la simple et bonne raison que la bataille est quasiment gagnée.
Et que lui, comme il a ce côté chevaleresque, je veux faire le kéké, toujours pareil. C'est un jeune homme aussi, il faut rappeler que ces gens-là sont jeunes à l'époque. Il part tout seul devant, et donc il coupe sa ligne de canon qu'il ne peut plus tirer. Et donc la bataille se retourne contre lui et il se fait prendre prisonnier. Mais il se fait prendre prisonnier, c'est un des mecs les plus puissants du monde, quoi. Il fait partie des 3-4 plus puissants du monde à ce moment-là. Donc il se fait prendre prisonnier par l'Empire, donc l'armée de Charles Quint, qui lui-même est emmerdé d'avoir un prisonnier de cette importance. Parce que voilà, qu'est-ce qu'on en fout ? Ce genre d'anecdote, je me dis merde. C'est génial parce qu'on imagine toujours voilà, le roi, la superbe, le décorum, la symbolique. Le roi et puis des en fait, tableaux, non, en c'est fait. un Ouais. humain, quoi. C'est un humain qui, à un moment donné, il part tout seul avec son épée en faisant « Niquez-vous, niquez-vous !» Et tout le monde le regarde en faisant « Qu'est-ce qu'il fait ?» Oh putain, mais il va se faire choper, non ? Et il se fait choper. Et là, bon, ben là, il y a plus de roi, hein, techniquement. Après, Bah c'est ouais. la régence, c'est Louise de Savoie, ce qui ne devait pas changer grand-chose aux affaires politiques. Ouais, on voit encore Mais une fois, quand même, c'est quoi. la mère qui fait bon, allez hop, je m'en occupe. Je vais gérer, voilà. Et après, il échange sa libération contre ses enfants, quand même. Ouais. Il dit « Bah non, prenez mes 2 enfants que vous mettez enfermés, ça, moi, je peux y aller. » Mais Bon, oui, alors ça, Cédric Michon, par exemple, avec qui j'ai discuté, m'a dit à l'époque, se posait pas de problèmes moraux. Enfin, c'est pas un truc mal vu. Aujourd'hui, ce sera un poil plus complexe. oui, voilà. Mais voilà, il y a des anecdotes comme ça. Il y a une anecdote que j'ai lue, donc le soir de son sacre, où il veut se battre contre un sanglier à main nue. Ça, c'est quelque chose que j'ai lu aussi. Alors, je ne connais pas la véracité exacte, mais bon, voilà. Personne ne la connaît. On peut que s'en approcher. Ouais, mais c'est plausible, encore une fois, et ça m'a amusé que le mec, complètement saoul, dit « Ah, amenez-moi un sanglier !» et sa femme, donc Claude, et sa mère, Louise, disent « Non, mais on va rentrer là. Allez, on va aller se coucher. » Dans mon livre, je raconte la scène en profitant pour montrer que Louise de Savoie, à ce moment-là, reprend l'autorité sur lui. Qu'elle lui dit tu te Parce qu'elle calmes. perd son fils qui devient un roi finalement, donc l'autorité qu'elle avait naturelle d'une mère sur son fils s'inverse puisque elle devient sujet du royaume de son fils et puis là elle en profite pour reprendre la Ouais, main. mais Enfin, il y a elle plein de devient, choses elle devient comme mère ça. du roi, donc c'est quand même. Elle devient mère de roi, c'est elle- pas dégueu. Ouais, cette anecdote aussi, elle est marrante. Quand on me l'aurait appris au lycée, je m'en serais souvenu. Quand Louis XII meurt sans héritier, ils sont quand même obligés d'attendre de savoir si la reine est enceinte. Parce que si elle est enceinte et que c'est un garçon, il devient roi directement. Et sinon, c'est François Ier. Mais ils sont quand même obligés d'éloigner la reine pour pas que François Ier il aille coucher avec et potentiellement Le mec la sympa, mettre le mec enceinte. sympa. qu'elle accouche d'un garçon et qu'il devienne roi à la place de François Ier. Donc ça, j'ai demandé à Cédric Michon qui m'a dit ouais, c'est vrai qu'elle a été éloignée. Alors on ne sait pas exactement les raisons précises. Enfin, il n'y a pas un texte qui dit c'était pour pas que l'autre débile il se coupe l'herbe sous le pied. Mais il me dit ouais, possiblement, ouais. Et au contraire, qu'est-ce que tu as eu, à part donc t'immerger dans cette histoire, est-ce qu'il y a des choses en particulier qui t'ont posé problème ? Moi, les choses où je suis le moins à l'aise dans l'écriture, c'est les descriptions. Donc c'est pour ça que j'y ai passé. Pourtant, t'en fais pas mal. C'est parce que comme je savais que j'étais moins à l'aise là-dedans, j'y ai passé beaucoup de temps. Ouais, c'est vrai. Mais ce qui m'amusait le plus, c'était les dialogues, évidemment, parce qu'en plus, j'écris à la première personne du singulier. Donc je me suis mis dans le bonnet à grelots de Triboulet. Ça, c'était plus facile pour moi d'imaginer ce que moi, j'aurais pu répondre et de me mettre dans la situation. Puis en plus, c'est marrant à faire. Mais tout ce qui est description, j'ai un peu, pas galéré, mais je me suis dit, bon, là, c'est sûr que je vais avoir beaucoup de recherches. Et puis c'est difficile quand même, je trouve. D'écrire un livre ? Non, d'écrire ces parties-là, ouais. D'écrire, c'est de l'ambiance, c'est du décor. Les couleurs, des sensations... Il y a des trucs qui peuvent paraître hyper bateaux très vite, la météo, quoi, il pleut. Enfin, non, mais tu vois, il y a que des trucs de bas. Il y a du vent, comment tu le décris il y a telle odeur, comment tu le décris ça, j'ai été assez attentif là-dessus. Mais c'est les choses sur lesquelles je suis le moins à l'aise, ouais. Dans les remerciements, tu remercies notamment, c'est la première, quoi, Ouais. Clara Dupont-Moreau, qui donc elle-même a écrit plusieurs romans historiques qui ont pour cadre le Moyen-Âge, dont le dernier est consacré à Aliénor d'Aquitaine, haute personnalité du Moyen-Âge, bien entendu. Comment elle t'a aidé pour ce roman ? C'est l'éditrice du roman, tout simplement. Donc, comme elle travaille chez Jean-Claude Lattès, les éditions Lattès, c'est elle qui m'a proposé de faire un livre. Mais elle m'a juste dit, on n'a qu'à faire un livre.
puisqu'on s'entend bien. J'ai dit oui, mais là, j'ai pas forcément de sujet. Puis après, en réfléchissant, j'avais donc effectivement la figure du bouffon qui m'intéressait. Et il se trouve que, oui, elle a écrit 2 livres sur Aliénor d'Aquitaine. Donc, c'est une période qu'elle connaît bien, qui l'intéresse beaucoup. Donc, je lui ai vraiment fait confiance sur les corrections qu'on a pu faire après. Alors, le travail avec un éditeur, c'est assez particulier parce qu'il y a un peu un truc de l'ordre de l'intime. Parce que l'écriture, quand même, on se livre, on a l'impression de se foutre à poil un peu. Donc, il faut faire confiance à la personne qui va être la première personne qui relit. Et ce qui est bien avec Lara, c'est qu'on se connaît bien puisqu'elle participe à l'émission Par Jupiter, qu'on se vanne régulièrement, qu'on s'envoie des fions. Donc, quand on a travaillé sur le livre, elle a quand même pas du tout hésité à me mettre dans la marge des fois. Enfin, je les ai gardés parce que c'est vraiment des trucs très marrants. Bon, bah ça, on dirait un catalogue Ikea. J'avais décrit une table en bois en mettant une large table en bois massif. Elle a dit non, mais c'est pas le catalogue. Le roi Merlin, je crois, elle a mis. Il y avait un truc, je sais plus ce que j'avais écrit. Elle a mis ça, on dirait un slogan de la Maïf. Donc, non mais ça allait vite. Et puis moi, dans le travail, j'ai pas de susceptibilité. Donc, Ouais, au moins, vous étiez direct. Il y a des choses avec lesquelles j'étais pas d'accord avec elle que j'ai gardées à ma façon. Mais bon, oui, là, ça m'avait fait marrer. Puis elle avait raison. Donc, ça a été très vite. Et c'était vraiment très, très agréable parce qu'on se fait confiance mutuellement. Donc, elle m'a pas mal aidé. Alors, elle m'a beaucoup aidé dans le sens où, comme c'était pas mon domaine, hein, vraiment, le livre historique, il y a beaucoup de choses que j'ai ultra détaillées, justement, en me disant, faut bien que les gens y pigent, parce que moi, je découvre ça. Donc, les gens, ça va être pareil et tout. Et il y a pas mal de fois où elle m'a dit, ça, tu peux couper, on a compris. Une fois que tu as 2-3 détails de l'ambiance générale, dans notre tête, on l'a, l'ambiance générale, tu n'es pas obligé de... Voilà. Et c'était vraiment chouette, on a beaucoup rigolé, quoi. Et ça, c'est bien, quand même. Ah oui, parce c'est que mieux. moi, j'aime bien rigoler dans la vie. Ah bon. Non, en plus, quand tu fais un bouquin comme ça, voilà, c'est chouette de passer du bon temps, quoi. Et est-ce que tu avais un peu peur d'écrire un roman historique et qu'on dise, ah là là, qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il fait un roman historique? Lui, qu'est-ce qu'il va faire là? Non. Ah ouais, bah c'est cool. Non, pas du tout. Parce que je suis pas quelqu'un qui a très peur dans la vie. Et Non, mais même du surtout, monde là, universitaire et tout ça. Non, en vrai, je m'en fous. Non, mais je m'en fous. Il y a toujours des gens qui vont trouver ça génial, d'autres qui vont trouver ça complètement nul, et puis d'autres qui vont s'en foutre, d'autres qui vont trouver ça sympa. Enfin, ouais, là, c'est un peu la chance de faire aussi des chroniques sur France Inter, donc d'avoir tous les jours toujours un peu le même panel de réactions. Donc non, j'avais pas peur, et puis je ne considère pas que les gens ils attendent quelque chose de moi particulièrement, hein. Je ne crois pas que la population française vit en se disant qu'est-ce qu'a fait Guillaume Meurice. Voilà. Je fais un truc qui me plaît et je dis bah voilà, j'ai fait ça me plaît, je trouve l'histoire intéressante. La promesse que je vous fais, c'est que vous allez passer un bon moment, et puis ça peut vous faire éventuellement cogiter sur 2-3 trucs, la place de l'humour, le pouvoir, tout ça. Donc voilà, et puis je le partage, quoi. Et puis il vit sa vie de petit triboulet. Il y a un truc que j'aimais bien, si vraiment je veux être tout à fait honnête sur le pourquoi du comment, c'est que j'aime bien faire exister quelque chose qui n'existait pas. Voilà, c'était déjà le cas avec Cosme avant. Ouais, voilà, aussi, exactement. Ouais. Je l'ai fait parce qu'il y aurait eu une histoire comme ça sur Triboulet, je l'aurais peut-être pas fait, le livre. Mais là, je me dis, c'est dommage que ça n'ait jamais été expérimenté à ce point-là, cette position de bouffon du roi. Donc je l'ai fait parce que ça n'existait pas. Ouais. Cosme, c'était pareil, oui, si je le faisais pas. Bon là, c'était un ami que personne connaissait. T'as écrit donc l'histoire de... Oui, pardon. Non, mais il n'y a pas de souci. En fait, donc t'as écrit l'histoire de quelqu'un que tu connaissais, qui a une histoire particulière, mais donc qui n'avait jamais été racontée avec une histoire de poésie et tout ça. Je laisse aller voir les gens si ça vous intéresse. Sur un poème de Rimbaud. Voilà. Mais donc là tu voulais raconter quelque chose qui n'existait pas. Ouais, et puis de la même manière, j'ai co-réalisé un documentaire sur le Café de la Gare, par exemple, parce que ça n'existait pas. Et je me dis, merde, c'est quand même des gens qui ont inventé un style. Enfin, moi, je me sens un peu une filiation quand même envers ces gens-là, comme envers Triboulet. Alors, plein de filiations sympas. Ouais, alors il faut bien qu'à un moment donné, il y ait quelque chose qui existe, pas de référence, mais les gens qui veulent se renseigner, tiens, il y a ça qui existe, allez lire ça, allez regarder ça. Et écouter l'histoire de ces gens-là. Il y a de ça, j'aime bien ça. Ouais. Il y a la question des limites qui est abordée dans le livre, parce que ça, c'est pareil, c'est quelque chose dont on n'est pas extrêmement sûr, mais voilà, ce qui se dit, c'est que la limite des bouffons, en tout cas à cette époque-là, c'était de ne pas se moquer des femmes du roi, donc de la reine, de la favorite et des maîtresses. Et comme le jeu d'un humoriste et d'un bouffon, c'est quand même toujours un peu de titiller les limites, c'est ça qui est un petit peu excitant. Triboulet va s'y frotter.
Possiblement, on va courir à sa perte. On ne va pas se divulgacher le livre, mais je voulais étudier je voulais m'intéresser en tout cas à cette question-là, question de la limite. À partir du moment où le pouvoir te dit « Vas-y, tu as le droit de tout dire, sauf tu as le droit d'aller partout, sauf… » déjà, c'est pas partout. Et voilà, est-ce que tu vas quand même là où c'est interdit ? Est-ce que tu essayes de repousser la limite ? Comment tu fais ? Ça m'a aussi pas mal intéressé. Parce que c'est une question que je me pose en tant qu'humoriste aujourd'hui. Et justement, est-ce que tu as peut-être d'autres projets d'ouvrages historiques ? Est-ce que tu as d'autres périodes où tu aimerais t'intéresser ? Non. Pour l'instant, non. Ce qui m'intéresse, c'est la place de l'individu à un moment donné de l'histoire. Donc là, précisément, voilà, de début Renaissance, fin Moyen-Âge, dans un contexte particulier, avec un rôle particulier. Et comment ils se démerdent avec tout ça. Ça m'intéresse. Ça m'intéresse même aujourd'hui, quoi, dans la vie. C'est pour ça que je vais un peu emmerder les gens dans la rue avec mon micro à France Inter pour savoir, mais alors vous, quel regard vous portez sur tout ce merdier, quoi. Ça m'intéresse. Mais après, s'il y a un autre personnage, je m'interdirais pas d'écrire sur le Moyen-Âge. Si je tombe sur une histoire intéressante, c'est pas intéressante le mot, c'est qui fait écho à mes obsessions, à mes marottes, pour le coup, je le ferai. Ouais. On espère en tout Mais cas. Ouais. En tout cas, merci beaucoup Guillaume Meurice. Donc ton livre Le Roi n'avait pas ri aux éditions Jean-Claude Lattès, qui est disponible dans toutes les bonnes librairies, on peut le dire. Et vraiment encore merci beaucoup parce que voilà, ce qui est bien, c'est que dans ton livre, tu ne fais pas que propager des clichés sur le Moyen-Âge. Et en fait, non, tu t'es documenté et de la part de toutes les personnes qui contribuent à vulgariser le Moyen-Âge, je te remercie parce que c'est quand même important de se dire voilà, il y a des choses qui aident au quotidien. Merci beaucoup. Merci, c'était un plaisir.